Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on retrouve Bruno. Salut Bruno. Salut Victor, bonjour à tous. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors on va parler des états des lieux de sortie et qui sont liés naturellement avec la restitution du dépôt de garantie. C'est un gros sujet côté propriétaire et surtout côté locataire, la restitution du dépôt de garantie. Eh bien, c'est parti. Du coup, là, en plus, j'en ai à faire quelques-uns. Première question, pourquoi c'est de la tension entre un propriétaire et un locataire, l'état des lieux ? Alors, figure-toi que le premier litige locatif aujourd'hui, c'est pas les impayés, c'est la restitution du dépôt de garantie. Les impayés, ça vient très 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 loin derrière. En fait, il n'y a que 2% d'impayés en fait, sur le marché français. Là où tu as des grosses difficultés et les litiges à gérer avec le locataire, c'est à la sortie des lieux. En fait, il y a un chiffre qui est assez important qui est donné par le ministère de la Justice. Tu as plus de 65% des litiges qui sont amenés par les locataires devant les tribunaux qui sont liés à la non-restitution du dépôt de garantie. 65% des litiges, ça porte là-dessus. Donc c'est plus d'un litige sur deux porte sur donc, la façon de faire l'état des lieux de sortie, ce que tu dois, comment tu le fais, quelles sont les dégradations que tu peux ou non mettre à la charge du locataire. Donc c'est un vrai sujet et c'est pour ça que je trouve que c'était une bonne idée qu'on en parle aujourd'hui pour prendre quelques cas particuliers. On parlera de la colocation. Parce que c'est souvent un petit peu galère quand on a plein de colocataires, il y en a un qui s'en va, un autre qui reste, que tu sois que tu loues une chambre ou alors que tu aies une grosse coloc. On verra que souvent ça crée pas mal de petits soucis entre locataires et propriétaires. Let's go, on est parti. Alors, plusieurs points qu'on va aborder aujourd'hui. Comment réussir son état des lieux ? Comment donc toi, tu as fait même tout un simulateur pour gérer les dégradations locatives. Donc là, on peut le retrouver, je crois, sur Monsieur Hugo, ce simulateur. Oui, tout à fait. On pourra en parler, mais ça, je pense qu'on échangera plus sur concrètement comment ça fonctionne et comment il y a des répartitions propriétaires-locataires. Comment faire si un locataire refuse de payer ? Oui. Comment faire quand on doit restituer le dépôt de garantie ? Et une astuce pour la régularisation des charges. Alors, c'est quoi les étapes clés pour faire ton dépôt de garantie ? Pour faire l'état des lieux. L'état des lieux. Donc, l'état des lieux d'entrée, on n'en parle pas puisque c'est l'étape la plus simple au niveau du propriétaire. Juste deux mots, lors de l'état des lieux d'entrée, c'est surtout au locataire de vérifier que tout est en ordre, que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de rayures ou d'imperfections dans le logement. Et il a 15 jours pour le signaler au propriétaire. Donc, généralement, là où on passe le plus de temps, c'est sur l'état des lieux de sortie. Donc là, on va se concentrer sur l'état des lieux de sortie. On va prendre deux exemples. Je te propose que le premier, on attaque par la colocation individuelle. Donc, ça concerne le fait que tu as fait un bail pour un colocataire. Donc, par exemple, tu as une chambre que tu loues. Tu as une coloc avec 5 chambres. Le principe de fonctionnement est le même si tu fais de la location. Tu as un studio que tu loues à une personne, par exemple. Voilà, donc le principe sera le même. Donc la première chose que tu reçois, en fait, c'est une lettre de résiliation du bail. Donc ça, c'est le locataire qui l'envoie quand il veut. Il n'y a pas de date. Il faut qu'il respecte un préavis de 1 ou 2 mois. Donc 1 mois, c'est pour la location meublée. 2 mois, c'est dans le nu. Et dans certaines villes, zones tendues, le délai de 2 mois peut être passé à 1 mois. Donc moi, ce que je vous conseille, dès lors que tu reçois la lettre de ton locataire, donc on va supposer sur 1 mois, que tu fasses un pré-état des lieux. Donc tu n'attendes pas le dernier jour, quand le locataire il a fait ses bagages, sa valise elle est sur le bas de la porte, il te remet juste les clés, parce que là, il est juste pressé de prendre son train pour rentrer chez lui. Donc moi, je le fais systématiquement 1 semaine avant l'état des lieux qui a été fixé avec le locataire. Tu vas chez le locataire, donc c'est vraiment informel.
tu fais un petit tour de logement avec lui, tu le préviens. L'idée, c'est de pouvoir constater avec lui les choses qui ne vont pas. Comme ça lui laisse une semaine pour nettoyer, pour peut-être refaire les joints de douche, pour changer des ampoules qui ne marchent plus. Donc il fait tu pointes un peu du doigt les choses que tu souhaites qu'ils remettent à jour. Donc ça c'est important, ça permet d'éviter les crispations à la sortie le jour J où il va dire je savais pas, j'avais pas vu. Donc ça permet. Je trouve que c'est bien de le faire parce que c'est vraiment préparatoire à l'état des lieux de sortie et ça permet un petit peu de réduire les risques de contentieux. Je sais pas si tu le fais toi. J'essaie de le faire, mais là par exemple, justement, je l'ai pas fait sur un logement. Et du coup, je me suis retrouvé avec. On n'avait pas la même définition du ménage, tu vois, et de comment on rend simplement une chambre, tu vois. Et vu que la personne était dedans depuis pas mal de temps, en plus de ça, il y a eu d'autres dégradations, ce qui fait que j'ai dû faire face aux dégradations une fois que la personne est partie. Et là, du coup, on est en période. La personne me demande quand est-ce que je lui rembourse sa caution, et là moi je suis en train de faire les devis, récupérer les devis de ménage pour qu'on fasse la répartition de la remise en état. Ok, bon, donc effectivement si tu fais un pré-état des lieux, ça peut être intéressant, comme ça le locataire il peut se préparer. Une fois que donc tu fais l'état des lieux, on va le détailler par la suite. Donc lorsque c'est un colocataire qui a une chambre 120, à ce moment-là, tu fais donc le restitution du solde de tout compte avec le locataire qui s'en va. Je vous rappelle, on est dans un bail de colocation individuelle, donc ça se fait un par un. Et si tu as un nouveau colocataire qui arrive dans le cadre de cette colocation, toi, en tant que propriétaire, tu peux choisir la personne que tu veux. Donc le nouveau locataire pour aller dans cette chambre. Tu n'es pas obligé d'avoir l'autorisation de toute ta coloc avant de mettre ou de trouver quelqu'un pour le remplacer. Et donc une fois que tu as trouvé quelqu'un, donc la personne, tu refais l'état des lieux d'entrée avec cette nouvelle personne, tu re-signes un contrat de bail. Donc là c'est assez simple, il n'y a pas trop de problématiques de gestion avec les autres colocataires. Je te propose qu'on regarde le cas le plus complexe, c'est la colocation unique. Donc pour rappel, c'est quand tu as aussi une coloc, mais dans laquelle tu as fait un seul bail pour l'ensemble des colocataires. Donc une colocation avec trois personnes. Donc généralement les personnes se connaissent en amont, elles prennent le logement en même temps, donc tu fais le bail au même moment. Donc là, le colocataire sur les trois, il y en a un qui s'en va. Donc là, c'est un peu plus galère parce que il va falloir gérer les états des lieux en fonction de s'il est remplacé ou pas. Mais dans le fonctionnement, le colocataire qui s'en va te faire une lettre de résiliation. Pareil, le délai de préavis, il est de 1 mois ou de 2 mois. La personne qui s'en va, la chose importante par rapport à la colocation en bail individuel, c'est que les colocataires restants te doivent le loyer dans la totalité. C'est parce qu'il y en a un qui s'en va que tu vas commencer à réajuster le loyer pour les 2 restants. Donc ça, c'est vraiment lié au bail. Donc les 2 colocataires qui restent doivent se dépêcher de trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir remettre de la trésor. Sinon, ils vont pas forcément rester des mois s'ils sont que 2 à payer, alors que normalement, c'était prévu pour 3. Donc lorsque la personne s'en va, c'est souvent des questions qu'on nous pose. Est-ce que je dois refaire le bail? Comment ça se passe? Donc, tu n'as pas l'obligation de refaire un bail tant que tu n'as pas un nouveau colocataire. Donc, tant que tu n'as pas remplacé celui qui s'en va, tu restes effectivement avec le bail existant. Tu n'as pas besoin non plus de faire un état des lieux de sortie parce qu'on est dans le cas d'une colocation unique et l'état des lieux, tu ne le fais qu'à la fin lorsque le dernier colocataire s'en va. Donc sur les 3, il y en a un qui s'en va. Celui qui s'en va s'arrange avec les 2 autres restants pour récupérer sa part du dépôt de garantie. Du coup, là, c'est un peu le dernier gars qui part. Il peut se faire charger par toutes les problématiques de l'appart, quoi. Alors oui, effectivement, il peut se faire charger. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a souvent des soucis à la remise des clés lorsque le dernier s'en va, parce qu'il peut très bien dire mais non, mais ça c'est pas moi. J'ai jamais rayé la table de cuisson. C'était l'ancien colocataire qui prenait pas soin des. Je dis ok, mais là vous avez signé un bail unique, donc le principe, c'est que l'état des lieux se fait à la fin, et comme vous êtes le dernier à partir, je fais l'état des lieux avec vous. Donc ça, ça se fait dans le cas où celui qui sort n'est pas remplacé.
Après, s'il est remplacé, ça va être un petit peu différent. Et donc aussi, point important, c'est pas parce que le troisième colocataire s'en va que tu as le droit de résilier le bail. Des fois, tu cherches un peu des solutions pour résilier le bail en cours de route. Ça n'en fait pas partie. Le bail, il est pas donc il reste en l'état, tu ne peux pas le modifier, sauf si, bien sûr, les deux autres s'en vont. À ce moment-là, tu repars de zéro. Donc, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si le colocataire qui est parti maintenant est remplacé. Alors, j'ai peut-être un petit peu... Non, je regarde si j'avais effectivement rien oublié. Si, avant de parler de la nouvelle personne qui va arriver, il y a un point important, c'est que la personne qui s'en va reste caution solidaire par rapport aux autres locataires. Donc, ça veut dire que si les deux autres locataires qui restent, ils ne payent pas le loyer, le troisième qui paye, il est aussi responsable. Donc, ça veut dire que si tu dois mettre en place une procédure d'impayé, les trois, vu qu'ils sont solidaires, tu t'en prends aux trois locataires. Idem, si le colocataire qui est parti avait un garant physique, donc le garant physique reste aussi solidaire des dettes du locataire qui est parti. Donc c'est assez engageant, tu vois, ces clauses de solidarité. On a fait des épisodes sur le bail, on en a déjà parlé de la clause de solidarité. Ça va vraiment engager les colocataires à payer les dettes du logement, même s'il y en a un qui s'en va. Donc il est solidaire pendant 6 mois. Donc c'est assez important, y compris le garant. Donc du coup, maintenant, si tu arrives à remplacer le colocataire qui s'en va, comment ça se passe ? À ce moment-là, tu vas pouvoir faire l'état des lieux. Ce qu'on appelle un état des lieux de sortie, mais qui est intermédiaire ou transitoire. Donc, tu vas faire ton état des lieux avec les trois colocataires. Il y en a un qui s'en va. Tu vas effectivement regarder dans le logement s'il y a des choses qui ont été abîmées, essentiellement ce que le ménage. Ça, vu qu'ils vont rester, c'est pas trop important, mais c'est surtout toutes les choses qui ont pu être cassées ou endommagées. Donc là, pareil, si tu t'aperçois qu'il y a des frais qui doivent être engagés, tu fais faire un devis, tu fais venir les artisans, et à ce moment-là, s'il y a des frais à répartir, tu répartis les frais sur les trois colocataires. Et quand c'est en partie privative, par exemple, c'est la chambre où il y a une problématique ? Alors, alors là, dans le cas du bail de colocation unique, il n'y a pas de partie privative et commune. Tout le monde jouit à la jouissance de tout l'appartement, contrairement au bail de colocation individuel, où là, dans ce type de contrat, tu précises dans le contrat de location la partie qui est privative, qui est donc réservée à la personne qui va utiliser la chambre, et les parties communes. Là, dans ce cadre-là, en colocation unique, c'est comme si tu vois un appartement à une personne, sauf que là, il y en a 3, mais tu ne fais pas un distinguo. Tous les colocataires ont la même jouissance. Donc, quand il y a un souci, soit il y en a un qui se dit « Ok, c'est moi qui ai cassé le plan de travail ou qui ai rayé la plaque de cuisson » et à ce moment-là, il lève le doigt et puis on lui fait payer les réparations. Mais généralement, c'est pas trop comme ça. C'est comme dans une classe. Il n'y a personne qui veut qui va lever la main. À ce moment-là, tu répartis en 3 le montant les montants des travaux, quoi. Parce que si tu veux, moi j'avais ça au tout début. Quand j'ai commencé les colocs, j'avais un bail de colocation unique. Ouais. Mais à cause de la lourdeur administrative et des problèmes que ça engendrait, après j'ai arrêté, je suis passé qu'en bail individuel. Ouais. C'est ça, on le voit là, c'est un peu plus compliqué parce que tu dois gérer les entrées-sorties. Le plus dur, c'est la sortie, quand on a un qui part et quand on a un autre qui doit arriver. Donc c'est le remplacement en fait du colocataire entrant. Donc là, ça t'oblige à faire un état des lieux, comme je disais, qui est transitoire. S'il y a des réparations à faire ou des frais à payer, tu les répartis sur les 3. Et à ce moment-là, tu vas venir restituer la caution. Donc prenons un exemple, la caution était de 900 €, donc avec un dispatch de 300 € par colocataire. Tu te dis, j'ai eu des dégâts dans l'appartement, j'ai une facture de 300 €. Donc à ce moment-là, ça te fait 100 € à retenir sur chaque colocataire. Okay. Donc au lieu de leur rendre 300 €, tu vas leur rendre 300 moins 200. Donc 300 moins 100, donc tu leur rends 200 € chacun. Donc là, tu leur fais la restitution, tu fais signer l'état des lieux de sortie aux 3 personnes. Et par rapport à celui qui va arriver, parce que là on est dans le cas, je remplace un colocataire par un nouveau, donc celui qui va arriver, tu refais un état des lieux
donc d'entrée cette fois-ci, avec le nouvel arrivant. Et tu redemandes les cautions. Donc là, pareil, si c'était 300 €, chacun te redonne 300 €. Mais tu auras déjà déduit les frais précédemment lors de l'état des lieux de sortie que tu as fait avec les trois autres au début. Même si tu en as 2 qui restent, tu es obligé de le faire comme ça pour repartir à 0. Donc tu remets un peu les compteurs à 0 avec le nouvel entrant. Et comme c'est un nouvel entrant, et je te rappelle qu'on n'a qu'un seul bail, là, il faut effectivement refaire le bail avec les 2 qui restent, plus le nouveau. Et donc le nouveau va figurer dans le bail. S'il a un garant, effectivement, tu le rajoutes dans le contrat de bail, et tu repars effectivement de 0 avec le colocataire entrant, avec un nouveau bail et un état des lieux d'entrée propre, quoi. Toi, t'as pas de colocation, toi, à titre perso? T'es pas colocation, toi? Non. Après, moi, ça peut être des couples. Tu vois, si tu n'as pas le statut de marié ou pacsé, d'un point de vue de la loi, tu es assimilé coloc. Donc, si toi, tu prends 2 jeunes qui sont ni mariés ni pacsés, entre guillemets, c'est de la coloc. Mais tu vois, ils sont 2. Donc, s'il y en a un qui s'en va, généralement, l'autre va partir. Mais là, quand tu es 3, tu vois, la situation peut être différente. Donc, moi, je n'ai pas de coloc de 3. J'ai plutôt des studios, donc ça, c'est plus facile à gérer. Et quand ils sont 2, généralement, les 2 partent en même temps, quoi. C'est plus facile. Mais pour la coloc dans ce type de situation-là, il faut être un petit peu organisé, quoi. Si on revient sur le bail, quand on fait un bail par personne dans une colocation, oui. Comment on fait la répartition? Disons qu'il y en a un qui part et j'ai une dégradation par exemple dans la cuisine, plan de travail. Okay. Et la dégradation, il faut remplacer le plan de travail. Donc disons que ça coûte 500 €. Comment je fais? Là, soit tu as toujours la personne qui se dévoue, qui se dit oui, c'est de ma faute. Bon, moi, j'ai jamais eu de personne qui se dévoue, qui allait lever la main. Sinon, tu répartis en fonction du nombre de colocs. Donc, s'ils sont 3, que ça t'a coûté 600 €, tu répartis sur 200 €. La personne qui s'en va, tu déduis de son dépôt. Et donc ceux qui restent, pareil, ça devrait être retenu sur leur dépôt de garantie. Donc tu leur demandes de réajuster le dépôt de garantie. Alors tu leur demandes, soit tu le déduis directement du dépôt de garantie, parce que d'ailleurs il faut que tu payes les réparations. Mais tu as moins de dépôt de garantie du coup. Oui, donc tu as moins de dépôt de garantie. Donc si tu veux garder un dépôt de garantie au même niveau, tu leur demandes le complément. Et comme ça, tu refais à ce moment-là, tu remets effectivement sur l'état des lieux que ça a été changé, que c'est neuf, ça a été changé à telle date. Et que de toute façon, vu que c'est neuf, il n'y aura plus de soucis, quoi. Mais au moins, c'est à noter. Du coup, là, par exemple, sur ce plan de travail, comment on répartit le coût des dégradations? Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est souvent un peu là où tu as des querelles avec le propriétaire, tout simplement parce que les personnes ne sont pas forcément d'accord. Je crois qu'on en parlait la dernière fois, en fonction de la qualité de l'équipement. Si tu as mis un plan de travail en bois de chez Ikea, c'est pas le même prix qu'un plan de travail en céramique, tu vois, qui est ultra costaud. Donc, et ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est la durée d'ancienneté de l'équipement. Donc si tu prends un exemple d'un canapé, si tu as un canapé qui est là depuis 10 ans, le locataire qui va te le changer ou qui va devoir le remplacer, tu ne vas pas lui refacturer au même prix que ce que ça t'a coûté il y a 10 ans. Donc pour pouvoir justement faire ces calculs et que ça soit juste et réparti équitablement entre le propriétaire et le locataire, on se base sur une grille de vétusté. Mmh. Je ne sais pas si tu en utilises déjà ou tu en as ce que ça te parle déjà, cette notion de grille de vétusté, qui est une notion qui est définie par la loi, mais qui n'est pas forcément utilisée, ou j'ai l'impression que c'est un peu méconnu des bailleurs. C'est un outil, c'est assez puissant, je trouve, et ça permet d'avoir un document sur lequel tu peux t'appuyer pour justifier la répartition de qui doit payer quoi. Ouais, moi j'en ai une, mais elle ressemble plus à la grille, d'amortissement de LMNP, tu vois. Okay. Donc c'est en grosse maille. Ouais. Alors que la tienne, tu vois là, je l'ai sous les yeux. La tienne, elle descend vraiment. Tu vois, moi par exemple sur menuiserie fermeture,
En gros, moi, j'ai une seule date. Tu vois, pareil. Donc, de mémoire, hein, moi, c'était plutôt sur... donc, dedans, on va retrouver des fenêtres PVC, les fenêtres en bois, portes extérieures, portes placards, etc. Moi, tout ce truc-là, je crois que je l'ai à 15... c'est 15 ou 20 ans que j'ai, moi, pour tout ce truc-là, pour toute cette partie-là. Elle n'est pas segmentée aussi finement que la tienne, parce que c'est vrai, parce que là, toi, tu as volet roulant mécanisme. Toi, c'est sur 8 ans, la grille de vétusté, alors que moi, ce truc-là, il est inclus dans... en fait, je suis beaucoup plus général, quoi. Ok. J'ai une moyenne, c'est comme si j'avais une moyenne de tout ce que tu as comme information. Et c'est pas mal, la tienne est vraiment bien. Par exemple, moi, la moquette, c'est pas 8 ans, c'est plus. Parce que je fais seul. En fait, c'est 10 ans, moi, le sol. Ok. Ouais, donc Enfin, le sol, parce que je suis plutôt, moi, je suis à 10-15 ans, je crois. Je suis plutôt entre... tu vois, je suis sol PVC, parquet massif. Moi, je l'ai pas, tu vois. Donc, j'ai pas toute une... la tienne est vraiment pas mal. Donc, ce qui est un... Peut-être pour expliquer la grille de vétusté, donc c'est comment dire, c'est une grille qui va reprendre en fait tous les équipements du logement. Donc là, tu en as listé quelques-uns. La moquette, les carrelages, les parquets massifs, le stratifié, le sol PVC, la plomberie, sanitaire, la baignoire, les WC. Ça descend même jusqu'au mécanisme et les abattements de WC. Donc tout est vraiment bien segmenté. Et l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur cette grille en fonction de la date de l'équipement. Donc quand on dit la date, c'est le moment où tu l'as acheté, où tu l'as installé. Si tu prends un exemple d'une peinture, on va prendre la date quand tu as refait la peinture. Donc, si tu as refait la peinture il y a 1 an, on va prendre cette date-là, même si ton logement il a 6 ou 10 ans. Et à partir de cette date-là, ça va permettre d'avoir la répartition en pourcentage sur qui, entre le locataire et le propriétaire, va devoir payer la facture. Donc, par exemple, si tu as une facture à 500 euros, que tu as, on va se placer sur un exemple sur une peinture jaunie, une peinture qui est pas nickel ou qui est avec des trous, parce que le locataire il a collé des posters donc ça doit être rebouché. Donc si le locataire ne veut pas le remettre, normalement il est censé te remettre l'appartement dans le même état que dans lequel il a emménagé. S'il veut pas le faire, à ce moment-là tu fais venir un artisan, tu fais chiffrer les travaux et en fonction de la grille de vétusté, on va te dire, voilà, sur les 500 euros de coût, tu ne vas pas forcément refacturer 500 euros au locataire parce que ta peinture, on va tenir compte de l'âge, donc de l'ancienneté de la peinture. Donc, en fait, c'est un pourcentage. On va te dire, voilà, le locataire a à sa charge peut-être 40% ou 100%. Donc ça, c'est vraiment un curseur qui est super important. Et c'est pour ça que je disais que l'essentiel, c'est de pouvoir faire un état des lieux de sortie, que ça soit équilibré. Que tu ne te mettes pas à tout refacturer au locataire, même si ton canapé, il a 15 ans. Voilà, donc c'est à ça que sert la grille de vétusté. Éviter les querelles de sortie avec le locataire. Et puis de mettre le curseur au bon endroit en fonction de la durée de vie de tes équipements. Donc, par exemple, tu as une chambre, concrètement, tu as un appart. Le gars, il a dégradé, il a fait des soirées et tout, il a dégradé les peintures de l'appart. Tu fais un devis peinture, tu en as pour 1 000 euros. Okay. Ton appart, donc on est mur peinture, la durée d'usage, c'est 10 ans. Tu as 1 000 euros de devis, ça fait 5 ans que la peinture a été faite. Mais 3 ans, parce qu'on a le résultat sous les yeux. Tu l'as 3 ans. Ouais. 3 ans. Ouais, là, on l'a mis ici. Ah, tu l'as mis là. Moi, j'étais parti, je te le faisais en live. Ah, ok, d'accord. C'est comme tu veux. 3 ans. Donc, t'avais un devis de 1 000 euros là-dedans, là alors là, en fait, on va faire le calcul. Donc, si on prend 3 ans, effectivement, donc on a une répartition propriétaire 30% et locataire 70%. C'est ce qu'on retrouve dans la grille, 70% côté locataire. Et après, plus tu descends, si ta peinture avait par exemple 5 ans, là, ça aurait été moitié-moitié. Donc 50% à la charge du locataire, 50% à la charge du propriétaire. Si ta peinture a 10 ans, tu vois dans le tableau, 10 ans, là, on n'est plus qu'à 10%. Donc le locataire ne paiera que 10%. Voilà, puisque pour la peinture, on est sur une durée d'usage théorique de 10 ans. Donc, ce qui veut dire que passer les 10 ans, ça sera 100% à la charge du propriétaire.
D'ailleurs, c'est assez intéressant ces éléments-là, parce que quand on modélise ces appartements, tu vois, généralement, donc quand on calcule en gros, ton flux de trésorerie d'un appart, donc ton cash flow, donc tu vas prendre tes loyers, tu vas enlever la totalité de l'emprunt comme si tu avais emprunté à 110%, tu vas enlever les charges de ton immeuble, tu vas enlever, si tu as des colocs, l'électricité, etc., pour avoir exactement ce qui te reste à la fin, hors impôt. Donc disons que tu as 1000 euros de cash flow, mais si tu ne prends pas en compte le fait que tous les 15 ou 25 ans, ça dépend, mais tu vas retaper entièrement l'appart, tu n'auras pas pris en compte finalement en fait, que chaque mois, ça te coûte 50 à 200 euros de refaire les travaux de ton appart. Ouais, non, tout à fait. De toute façon, tu auras forcément des... Tu vois, la peinture, ça fait partie des choses qui se dégradent, même les sols, sans compter l'électroménager aussi, qui ont des durées de vie. Tu peux regarder l'électroménager, tu prends petit électroménager, donc c'est genre les cafetières, ce genre de choses. Gros électroménager, c'est 8 ans, donc type frigo. Télévision, 10 ans. La literie, 10 ans. Vaisselle, il n'y a pas de... Allez, ça c'est bien, je te remercie. Vaisselle, quand c'est cassé, c'est cassé. T'as gardé mon exemple, tu vois, ma vaisselle où on me remplace mes trucs avec des assiettes dégueulasses, là, 100% à charge du locataire. Ça, c'est bien. Voilà, tu vois, c'est pour ça que là, j'ai pensé à toi. Voilà, donc chaque équipement a une durée de vie. Alors ça sort pas du chapeau, tous ces chiffres-là. Déjà, ce que dit la loi, c'est qu'il y a donc le décret du 31 mars 2016 permet d'avoir recours à une grille de vétusté. Donc ça, c'est légal. Donc le locataire ne peut pas dire, mais d'où ça sort, c'est que tu as inventé cette grille. Mais c'est pas celle-ci, si. Alors, il y a deux choses dans les textes de loi. Les textes de loi te disent que tu as le droit d'utiliser une grille de vétusté dans le cadre du calcul de la répartition. Après, au niveau de la réglementation, ils n'en fournissent pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une grille de vétusté c'est celle qui est utilisée par les plus gros gestionnaires immobiliers, donc qui gèrent du parc locatif privé ou public, et qui est utilisée par ces gros gestionnaires-là. Par les assureurs ou par les gestionnaires? Peut-être que les assureurs l'utilisent, mais c'est surtout utilisé par des gros gestionnaires qui ont du flux important. Et donc elle n'est pas tamponnée et validée par l'État. Ce qui est tamponné et validé, c'est que tu as le droit d'utiliser une grille de vétusté. Donc, tu peux utiliser la tienne si tu veux t'en faire une. Après, il faut qu'elle soit quand même pas en ta faveur exclusivement. Mais en tout cas, tu as le droit d'en utiliser une. Nous, celle qu'on utilise, elle est utilisée par les plus gros acteurs. Donc, elle est suffisamment... exhaustive et précise. Après, si tu veux en utiliser une autre, tu peux. Mais en tout cas, le principe, c'est vraiment que tu peux te baser sur une grille de vétusté pour régler ces petites litiges ou incompréhensions que tu peux avoir avec le locataire. Ouais, non, elle est vraiment pas mal la tienne. Là, je viens juste de faire une recherche rapide. Moi, j'utilise plutôt une grille comme celle-ci. D'ailleurs, je devrais aller voir la mienne, mais tu vois, j'ai pris en fait, vu que c'est des choses que j'utilise pour calculer mes amortissements d'LMNP, et d'ailleurs, c'est quasiment... En fait, c'est une grille qui est quasiment comptable, donc tu peux toujours la modifier un petit peu. Ouais. Mais même ta grille comptable, quand tu as ta boîte et que même tu fais des travaux pour ta boîte, etc., bon, ça dépend de l'usage aussi des locaux que tu as. Mais moi, c'est une grille, tu vois, c'est vraiment... t'as 4 lignes. T'as 4 lignes cuisine 10 ans, tu vois. Après... Tu ne descends pas sur la vaisselle, par exemple. Non, mais tu as électroménager 5 ans, effectivement. On retrouve, je pense, là, tu as 6 ans pour... D'ailleurs, tu as 6 ans pour la literie. Et toi, en ton cas, ça va revenir à peu près la même chose, literie. Toi, tu as 10 ans. Bon. En tout cas, ça, en fonction de... On n'est pas très loin. Et ce qui est assez intéressant, en fait, ça vous permet aussi de comprendre pour ceux d'entre vous qui ont un dégât des eaux dont vous êtes le responsable, ou que vous avez, même si vous n'êtes pas le responsable, et que vous avez une assurance et que vous pensez que votre assurance va tout vous remplacer. En fait, ce n'est pas le cas. Parce que votre assurance, alors ça dépend ce que vous avez comme assurance, mais généralement, elle va appliquer cette grille de vétusté-là. Oui, tout à fait. Donc, vous pensez que vous êtes assuré, vous avez un dégât des eaux, ou votre fenêtre, vous avez un débris de verre là. Votre fenêtre, elle est cassée parce que quelqu'un vous a pété votre fenêtre. Une fenêtre, disons que ça vaut 1000 euros de remplacer parce que, je sais pas, vous avez du triple vitrage, peu importe. Eh bien, on pourra vous dire, bah non. En fait, vous avez, si on regarde ici d'ailleurs, ça va être quasiment la même grille. Vous avez votre fenêtre depuis, depuis 7 ans. Fenêtre, alors je sais pas où c'est, fenêtre PVC. Vous l'avez
Hop. Ouais, c'est 15 ans. Vous l'avez depuis plus de 15 ans. Ah oui, toi en plus, tu as fait là, l'amortissement, là, tu l'as fait en non-lycée, tiens. Ouais, il y a effectivement, c'est pas forcément linéaire. Ouais. Ça dépend effectivement de certains composants. Donc je trouve qu'elle est vraiment bien foutue parce qu'elle elle prend vraiment en compte tu vois, après, tu as une décroissance plus vite. On est sur la partie fenêtre. Donc jusqu'à 9 ans, on est à 100%. Et ensuite, tu descends rapidement de 100 à 15. Donc tu as une baisse beaucoup plus rapide. Après, c'est pas le cas sur tous les équipements. C'est intéressant que tu ça. Donc, Voilà, donc c'est pas forcément un chiffre que tu mets, ça tient compte vraiment de la durée. Et puis tu peux avoir une décroissance qui est pas forcément linéaire, mais plus rapide à la fin. Ok. Donc, tout ça pour dire que les assurances, attention, de temps en temps, on va, quand on vous remplace avec la vétusté et tout. Elles ont la même chose. Donc ça, c'est bien d'avoir des outils de pro, effectivement, parce que les assureurs le font. Je pense qu'il faut aussi adopter des outils utilisés par des professionnels. Donc ça, vous pouvez effectivement l'utiliser. Donc ça, c'est un outil Excel. Donc là, on était sur un outil Excel qui est à dispo. Voilà. Donc ça peut être, en tout cas, ça peut être une solution pour calculer la répartition entre locataire et propriétaire. Ouais, alors attends. Là, du coup, donc là, en fait, ta grille de vétusté, tu l'appliques en répartition. Ok, non, très clair. Peut-être que je mettrai un lien, du coup, vers la grille de vétusté, si ça que toi tu proposes. Ça, je vais voir si je peux mettre un lien en commentaire. C'est un fichier Excel. Ouais, voilà, je le mettrai comme ça, ils pourront le prendre. Alors, là, aujourd'hui, donc, tu as potentiellement pas mal de litiges. Qu'est-ce qu'on fait si le locataire il refuse il y a deux cas déjà, donc le cas où tu as l'argent parce que tu as la caution et le montant de la caution est bon, et tu as le cas où carrément la caution n'est pas suffisante et du coup il faut en plus qu'il paye. Comment tu fais quand le locataire ne veut pas payer? Donc il y a peut-être un point aussi que j'ai pas abordé juste avant, c'est comment on appelle ça, j'en perds mes mots, savoir effectivement, c'est effectivement si l'équipement qui a été dégradé, c'est lié en fait à un usage naturel ou ça a été plutôt provoqué par le locataire. Donc quand c'est un usage naturel, je sais pas, tu as une peinture, la peinture peut naturellement jaunir sans que le locataire ait fumé. Il a très bien pu aérer l'appartement tout le temps, donc c'est lié à un usage normal. Donc quand c'est lié à un usage normal, tu ne peux pas lui incomber ce problème puisque ça fait partie d'un usage normal. Après, là où généralement il y a des sujets de discordance, c'est lorsque c'est un usage anormal. Donc typiquement, je sais pas, il ouvrait jamais les fenêtres, la pièce elle n'est pas aérée et ça te fait des moisissures et des traces noires un peu partout. Donc ça c'est un usage anormal par exemple. Et donc là effectivement c'est dans ce cadre-là que tu peux lui refacturer la remise en état du logement. Et donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe s'il ne veut pas le faire et comment tu fais pour avoir des devis. Donc toi ce que tu fais aujourd'hui c'est que tu passes par des artisans, ils te font un devis. Le devis, tu t'en sers et tu le remets au locataire. Tu dis, voilà, ça va vous coûter 1 000 €. Le locataire, il accepte. Tu déduis les 1 000 € de son dépôt de garantie. Donc, tu fais un solde de tout compte. Donc, ça, c'est la solution. En tout cas, ça, c'est le cas où tout se passe bien. Et si tu veux le faire, là, c'est effectivement, tu passes par un artisan, mais tu as pas mal d'investisseurs qui vont faire les réparations par eux-mêmes. Donc, si tu fais les réparations par toi-même, tu vas chez Leroy Merlin, tu achètes ton pot de peinture, le pinceau, etc. Et là, tu ne refactures que les frais, peinture, pinceau, etc. Tu ne peux pas refacturer ta main-d'œuvre. Donc toi, si tu as passé 3 heures à le faire, ça ne se chiffre pas. Voilà, donc ça, c'est les deux façons de faire. Donc si la personne, si le locataire, il dit bah non, j'ai pas envie, je te paierai pas. La première solution, c'est de faire appel à ta protection juridique. Si tu as une protection juridique qui traite ce type de litige, à ce moment-là, donc nous, dans le cadre de Monsieur Hugo, on a une protection juridique qui est spécifique pour les bailleurs. Et donc là, tu vas avoir un juriste que tu vas pouvoir appeler, tu vas lui expliquer le problème. Et à ce moment-là, le juriste va s'occuper d'appeler la partie adverse,
de rédiger les bons courriers et de régler le litige pour toi. Et lui faire comprendre qu'effectivement, c'est à lui de payer les frais, sinon il risque des poursuites. Donc ça, c'est la première... bien sûr, tu essayes à l'amiable. Si ça ne marche pas à l'amiable, tu passes via ta protection juridique. Ensuite, tu peux aussi être dans le cas où le dépôt de garantie est insuffisant. Voilà, ça t'a coûté 1 000 €, mais il t'a mis taxe fixe avec 600 €. Donc là aussi, c'est pareil, tu as un impayé, enfin tu as une dette de 400 €. Donc là, pareil, si le locataire ne veut pas payer, ne veut pas payer, à ce moment-là, tu peux aussi faire jouer ta protection juridique. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que ça t'évite de devoir gérer par toi-même et te prendre la tête avec le locataire parce que t'as pas forcément que ça à faire, t'as pas envie de stresser à cause de ça. Et puis derrière, comme on l'a vu aujourd'hui, les locataires, ils n'hésitent pas à aller en procédure judiciaire. Donc au moins, il faut que tu sois aussi armé juridiquement et que tu aies aussi les bonnes armes pour te défendre. Après, si tu n'as pas de protection juridique, tu peux avoir recours à ta GLI. Donc si tu as pris une garantie loyer impayé avec l'option... C'est ça, ouais, parce que... Ouais. Il faut la petite parce que option. généralement, on ne prend pas en fait. Non, on ne prend pas, mais donc il faut vraiment que vous regardiez quand vous souscrivez une GLI. Il y a toujours certains assureurs proposent l'option dégradation immobilière. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux rajouter en plus, donc ça te coûte un peu plus. Donc la dégradation immobilière, l'assureur va tout simplement venir te prendre en charge ce litige et te financer en fait le litige. À quel point ça marche bien ça ? Parce que tu vois, si c'est encore... ce qu'il faut pouvoir la déclencher, il y a souvent des exceptions, ils ne prennent pas tout en charge. Alors, généralement, les assureurs qui font ce type d'option, l'électroménager, il n'est pas couvert. Voilà, c'est ça. Il n'est pas couvert parce que c'est trop de risques. Trop de risques, ça coûte trop cher aux assureurs. Donc, ce qui couvre généralement, c'est tout ce qu'il y a dans le logement, meubles, murs, portes, fenêtres. Mais dès que tu descends sur l'électroménager, il n'y a pas de contrat qui existe aujourd'hui parce que ça coûterait beaucoup trop cher aux assureurs. Après, ça peut être intéressant d'avoir cette option pour être vraiment tranquille et de se dire, ok, même si la porte a été défoncée, moi, j'ai déjà vu sur Facebook des propriétaires qui mettaient en ligne des photos avec des trous dans les murs, des lavabos arrachés. Mais est-ce que la GLI, elle marche dans ce cas-là ? Tu vois, c'est ça que je vous demande. Pour la détérioration immobilière, oui, si tu l'as souscrite. Alors, encore faut-il penser à la souscrire. Et les gens, ils ne pensent pas forcément au début. Toi, ils disent, j'ai une garantie loyer impayé, je suis couvert contre les impayés. Oui, mais si tu ne demandes pas l'option, ça rentrera pas dans la GLI, quoi. Après, je n'ai pas de chiffres à te donner sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. En tout cas, contractuellement, oui, si tu prends cette option, tu es couvert. En cas de dégradation, à regarder effectivement dans les plannings parce que ça dépend des assureurs. Mais ce qui est sûr, c'est que l'électroménager, il est pas couvert, quoi. Vraiment, je regarde, il faudrait que j'invite quelqu'un. Là, on parle des montants d'alliance. Donc, c'est 2% loyer charges comprises si c'est une GLI classique. Et si c'est une GLI avec option à détérioration immobilière, c'est 2,35% du loyer charges comprises. Pour un loyer à 1 000 € par mois, ça vous fait quand même presque 300 € l'année. 12 000, 10 000, 235, 2 fois... ouais, c'est ça. Ok. J'aimerais bien interviewer quelqu'un parce que... Alors, les assurances... Mais globalement, ça marche bien quand il y a des dégâts des eaux. Oui. Sauf là, d'ailleurs, j'en ai un, sauf quand c'est étouffé, tu sais, ton dossier, je sais pas où il est parti. Ouais, quand t'as oublié, ouais. Normalement, l'assurance, ça marche assez bien quand c'est les dégâts des eaux. Enfin, j'ai jamais, d'ailleurs, tous mes dégâts des eaux, ils ont été couverts par des assurances. Donc là, c'est plutôt bien. Mais pour tout ce qui est loyer impayé, à vérifier. J'ai pas de... Moi, je suis pas je m'assure peu, en fait, de GLI, etc. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu vas remettre le risque de toi bien sélectionner tes locataires et bien gérer ton logement sur une assurance, quoi. Tout à fait. Et généralement, c'est ce que disent d'ailleurs les gestionnaires immobiliers pour toi. Ils vont dire, oui, j'ai pris le dossier, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on a la GLI. Et si on vous sort ça, moi, ça me ferait très, très peur. Ça me ferait très, très peur parce qu'en fait, ça veut juste dire que la personne, elle se dit... moi, je préfère me dire que j'ai pas d'assurance. Et comme ça, si c'est pas payé, ça veut dire que je me suis vraiment planté, tu vois. Bon, ça augmente ton risque. Parce que même quand tu as ton assurance loyer impayé, il y a plein de conditions dans lesquelles où c'est pas déclenché.
Et en plus, tu as tout un processus, et on en parlait la dernière fois, il faut faire un processus hyper rigoureux pour déclencher tes GLI. Donc, vaut mieux l'avoir déjà fait, avoir son processus qui tourne. Et en plus de ça, ça coûte cher quand tu es sur tes invests. En fait, ça peut potentiellement te coûter cher pour un truc qui n'est pas déclenché, quoi. En plus, tu rajoutes ça, plus ton autre assurance, etc. Enfin, tu augmentes tes charges, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'en prends pas non plus parce que c'est pas toi qui choisis le locataire. Parce que tu peux avoir des très bons locataires qui passent sous les radars. Donc, globalement, ils sont pas à 3 fois le montant du loyer, donc ça passe pas. C'est parce que tu gagnes 10 fois le prix du loyer que tu vas être un meilleur locataire ou tu vas même mieux payer. Et généralement, les locataires, ils disent, de toute façon, comme le propriétaire, il a une GLI, c'est bon. Il dit, c'est bon, même si je paye pas, on s'en fiche, quoi. Donc, tu vois, ça décharge la responsabilité du locataire de se dire, de toute façon, voilà, il est assuré, je fais ce que je veux, et dans tous les cas, il sera payé. Donc, c'est voilà. Et en plus, ce que tu disais aussi, c'est que tu peux pas choisir ton locataire. Parce qu'au final, c'est comme l'assureur qui va te valider le dossier ou non. Sauf si tu as 10 dossiers compatibles. Mais c'est plus trop le cas en ce moment parce que les prix des loyers sont assez hauts. Les revenus n'ont pas forcément suivi la hausse des loyers. Donc, tu passes pas forcément avec une GLI. Voilà. Après, voilà. Donc, l'option détérioration immobilière, ça te coûte 0,35 de plus. 0,35% de plus avec cette option. Donc pour ceux qui sont inquiets, qui n'ont jamais vécu des états des lieux ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ça peut être une solution de pas prise de tête avec effectivement le petit bémol que tout ne sera pas couvert. Mais au moins, tu as déjà si tu en as peut-être 60-70% qui est couvert, c'est toujours ça de prix, quoi. Ouais, mais sachant que ça vous protège. En fait, c'est comme... tu vas acheter un équipement, tu veux une prochaine, tu veux une nouvelle théière, tu vois. Ouais. Tu vas chez Darty pour acheter ta théière, et là tu te dis, bon, je veux pas de problème, tu as une théière qui a 20 balles, tu en as une qui a 50, une qui a 150, et une autre qui a 700, tu vois. Ouais. Et tu te dis, bon, je veux pas de problème, je vais me payer celle à 150 parce que je sais que ça va marcher. Mais en fait, non, ça ne marche pas du tout. C'est là où tu te rends compte que payer plus cher, vaut mieux regarder les avis des gens qui ont cette théière pendant très longtemps. Déjà qu'il y a un volume conséquent qui soit vendu pour se rendre compte du truc. Parce que en fait, ça veut rien dire, quoi. Le montant que tu payes ne te garantit pas... Mais là, tu compares entre soit j'ai pas de GLI et j'ai pas de détérioration immobilière avec j'en ai une. Donc tu vois, là, c'est binaire. Après, tu peux t'amuser à comparer 2 assureurs différents ou même 3 assureurs. La question, c'est est-ce que tu as besoin d'une théière ? Est-ce que tu veux en acheter une ou pas ? Oui, tu en achètes une parce que ton logement il va être plus sympa, tu vas peut-être trouver des locataires plus vite parce que tu fais de la location saisonnière, donc c'est plus sympa d'avoir un équipement. Voilà. Après, tout ce qui est GLI, aujourd'hui, il y a que 11% du marché donc de propriétaires qui en ont souscrit une. Voilà, donc en tout cas, ça fait partie des solutions qui peuvent exister. Moi, c'est pas celle que j'utilise. Moi, j'utilise plutôt la protection juridique aujourd'hui parce que je pense qu'il faut avoir un support juridique. Il faut avoir des juristes aujourd'hui pour pouvoir régler ces problèmes et être bien informé, quoi. On reste des particuliers, on n'a pas la maîtrise du droit, quoi. On devient comme les US. C'est les US où tout le monde a un avocat. C'est quoi ton avocat ? Maintenant, tu vois, je pense que tu as des avocats, moi aussi, tu vois, mais c'est dû à nos activités. Mais en fait, là, les particuliers commencent à s'équiper. Tu vois, là, c'est ce qu'on propose, nous, avec Monsieur Hugo, c'est qu'on propose d'équiper les particuliers avec des juristes. Et derrière, c'est des juristes, ils ont PAC plus 5, ils sont tous spécialisés en droit immobilier, ils sont basés pas très loin de Paris. Et ils font du droit immobilier tout le temps. Donc toi, si tu veux régler un problème par toi-même, tu vas aller sur les forums. Moi, je les vois passer, les gens sur les forums, sur les groupes Facebook qui posent leurs questions, ils essayent de trouver des solutions. Bon, ça c'est pas super efficace. Tu sais jamais, en plus, tu sais jamais si tu as raison. Tu sais jamais, plus la réglementation change, donc tu vas dire, oui, mais j'ai vu ça sur Internet, Google m'a dit ça, oui, mais ton truc, il date de 2 ans et c'est périmé. Même les locataires aussi peuvent le faire à l'envers. Oui, j'ai vu ce truc-là, mais non, en fait, oui, tu as vu ça dans un forum. C'est terrible. C'est terrible. En fait, c'est terrible quand quand on t'envoie des choses, quand on te demande de prouver que quelque chose est exact. Tu vois, moi, je laisse sur des clients, je laisse sur plein. Tu sais, les gens, au lieu de. Ils t'envoient le truc en disant, c'est ça. Tu vois. Ou même, d'ailleurs, non, même ce que font des avocats, d'ailleurs. Hein.
Des avocats, ils t'envoient, tu sais, moi, j'adore, ils t'envoient des coups de pression, tu vois. Ils t'envoient une lettre en te disant, ce que vous avez fait, vous êtes classé là-dedans, ça, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est pas bien, du coup, machin. Et là, toi, t'es là, tu sais, tu lis le truc, tu te dis, bon, bah, c'est un avocat, il a raison, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, le mec, il te met juste un coup de pression, tu vois. Et ça, je trouve ça hallucinant. Et pareil sur les locataires, pareil sur les salariés. Quand t'as des... En fait, il y a un moment, déjà, toi, tu maîtrises pas tout, mais quand t'as... Alors moi, je l'ai eu plein de fois, c'est des gens qui arrivent, qui font, oui, dans mes droits, j'ai le droit à ça. Ou même, ouais, alors les locataires un peu moins, mais plutôt les salariés, ouais, j'ai le droit à ça, oui, j'ai le droit à ça, oui. Ou ils ont vu un truc à la télé, tu vois, qui leur expliquait que je sais pas quoi... Je sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils ont extrapolé par rapport à leur situation, alors que en fait, c'était pas le même syndicat, c'était pas le même truc, c'était pas les mêmes conditions. En fait, c'est l'interprétation qui fait que terrible. Tu veux toujours interpréter dans ton sens. Et vu qu'on n'est pas des professionnels du droit, bah, ça reste de l'interprétation et c'est dans les faits. Si tu dois aller en justice ou autre, on va te dire bah non, c'était pas le bon syndicat, c'était pas le bon type de location, enfin c'était pas. Donc c'est pour ça que je pense que on fait l'investissement, que ce soit immobilier ou même toi ce que tu fais dans d'autres boîtes. Enfin tout investissement, il y a des risques et donc tu te dois de travailler avec des professionnels qui maîtrisent le risque et qui savent le gérer parce que ils sont tu vois ils sont juristes donc ils connaissent parfaitement leur métier. Et donc tu parlais d'équiper effectivement les investisseurs et les propriétaires avec les bons outils. Oui, mais ça passe aussi par des bonnes ressources, à faire appel à des bons professionnels qui vont pouvoir te défendre et t'accompagner. Voilà. Et sur la partie juridique, comme l'immobilier est quand même assez réglementé en France, que tu vois les problèmes, tu peux en avoir. Là, on parle d'état des lieux. C'est vrai que c'est quelque chose assez... Mais il n'y a pas que ça. Après, tu n'as pas que ça comme problème. Il n'y a pas que les impayés. Ça peut être des problèmes avec la sous-location. Avec des locataires qui font des fêtes toutes les semaines, avec des gens qui veulent pas entretenir le bien, qui veulent plus quitter le logement. Enfin, des cas, t'en as. Ça couvre que les biens que j'ai en gestion, où j'ai souscrit l'abonnement chez toi. Parce que, tu vois, par exemple, moi, de temps en temps, je fais des notes juridiques. Oui. Par exemple, je veux faire une surélévation, je veux savoir si j'ai le droit de le faire, je veux, je sais pas quoi, faire une division dans une commune particulière. Là, je vais demander à un avocat, une avocate en l'occurrence, de me faire une note, une synthèse dessus. Ok. D'ailleurs, ça coûte assez cher. Et en fait, elle va regarder le PLU, elle va vérifier les trucs, etc. Et à la fin, elle va me rendre la note qui est... moi, c'est ce que j'adore. Dans la plupart des cas avec les avocats, ce que j'adore, c'est que c'est jamais vert ou rouge, tu vois. C'est souvent genre les risques sont. Ouais. et après, toi, t'arrives et donc t'es totalement perdu, tu vois. T'es là, bon, qu'est-ce que je fais? Ils font, ouais, bon, bah, après, maître, vous feriez quoi à ma place? Fait, je sais pas. Ouais, ça peut éléments, passer. Je vous ai donné les éléments, c'est à vous de le faire. T'es là, ouais, mais bon, c'est quand même, tu vois, c'est quand même 600 000 balles ou je sais pas combien, tu vois. Mon projet, ou sinon, même pas ça, c'est un montant d'argent, mais aussi parce que ton projet n'est pas viable si tu peux pas faire tel truc, tu vois. Et du coup, tu sais, c'est un peu comme les consultants. Enfin, tu vois, à un moment, tu as envie de te sauver d'une situation. Tu vas prendre, par exemple, tu as un problème dans ta boîte, tu vas te dire, ok, bon, moi, je vais prendre un consultant pour régler le problème, mais en fait, il ne règle pas le problème, le mec, tu vois. Oui. Parce que le problème, tu n'as pas réussi à bien l'identifier déjà. Tu vas payer un mec qui va faire un truc, mais en fait, ça ne va pas régler ton problème. En fait, ou tu n'arrives pas à bien déléguer, tu vois. En gros, tu n'arrives pas à avoir la bonne réponse au bon niveau. Toi, là, on est sur des trucs très concrets, on va dire quasiment compliqués, mais basiques. Donc, on sait qu'on a une solution. Les gars vont me régler mon problème, quoi. Ouais, tout à fait. Là, ils te font... les juristes peuvent aussi te faire du conseil juridique. Donc ça c'est très bien et ça c'est une vraie valeur parce qu'après ils te font le compte rendu par mail. Donc ils t'envoient soit ils te citent des articles de loi en disant voilà c'est comme ça, c'est écrit là et voici l'article donc pour justifier ta réponse que tu peux faire au locataire. Oui, donc tu as du conseil juridique personnalisé. Après, comme tu dis, ça reste des cas assez basiques où on sait quoi faire. Donc le problème, il est soit résolu à l'amiable, soit résolu en procédure judiciaire. Mais dans tous les cas, il y a une démarche qui est mise en place par nos juristes et c'est processé. Donc c'est pas ah oui monsieur le propriétaire faites comme vous voulez. Non, ils sont là pour te défendre, pour faire respecter les obligations du locataire
et derrière, ils mettent en place un arsenal juridique qui va jusqu'à la mise en place de la procédure juridique. Parce que c'est des cas plus basiques et qui peuvent se traiter, qui se traitent aujourd'hui par rapport à des textes de loi, par rapport à une réglementation. Ok. On restitue quand le dépôt de garantie, du coup ? Alors, peut-être que je vais te poser des petites questions. Allez, on va te faire voir si tu... Voilà, vas-y. Alors déjà, le montant du dépôt de garantie. C'est plafonné. C'est plafonné. Typiquement, je fais du meublé. Ouais. Combien tu peux demander de dépôt de garantie au locataire ? Je crois que c'est 2 mois. Tu peux peut-être... 2 mois. 2 mois, je pense, maximum. C'est 2 mois hors charge. Toujours hors charge. C'est toujours hors charge. Et il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA si on fait... Non, mais si on fait avec une entreprise, non, mais en vérité, si demain vous achetez vous pouvez acheter des logements avec des entreprises soumises à la TVA qui ont plusieurs activités, votre dépôt de garantie est à faire sans TVA. Oui. C'est des trucs, en fait, tu vois, il faut l'apprendre, il faut l'avoir fait un jour dans ta vie pour dire merde, tu vois. Après, il y en a peu, nous on a très 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 peu de locataires qui ont un bail, qui ont un local commercial et qui ont cette gestion de la TVA. Mais effectivement, donc c'est 2 mois pour du hors charge si tu fais du meublé, et pour du nu, c'est 1 mois de loyer. Donc ça, c'est une information qui est reprise dans le bail, c'est obligatoire. Si je fais plus, c'est quoi mon risque ? Alors tu peux faire 0 si tu veux, mais ça sert à rien. Si tu fais plus, tu peux pas faire plus en fait, parce que c'est 1 ou 2 mois et après tu es dans l'illégalité, quoi. Ouais, mais à quel point c'est vraiment illégal ? Parce que tu vois là par exemple, j'ai eu le cas là il y a ce mois-ci. En fait, j'ai une personne qui vient du Japon et du coup j'ai pas de garant, c'est une personne étrangère. Très sympa, tu vois, elle est très sympa et tout, mais bon, je me suis dit, tu vois, quand elle m'a demandé, donc je dépanne, en fait, je la dépanne en plus parce que c'est une connaissance de connaissance, machin, et je me suis dit, bon, je suis quand même à risque sur ce truc, j'ai envie de lui demander, elle veut rester 1 an, je me suis dit, ok, je vais lui demander 3 mois à 6 mois, tu vois. Alors, c'est pas sur le dépôt de garantie que tu dois récupérer en fait ce montant, parce que c'est plafonné. Par contre, c'est sur le loyer. La personne peut te payer en avance 3, 4, 5 mois, ça c'est toi qui vois avec le locataire. Donc il te fait... mais c'est le loyer qui t'est payé d'avance, c'est pas le dépôt de garantie que tu peux mettre à 4 ou 5 mois. Donc c'est vraiment sur le loyer que tu te récupères. Et si tu demandes plus que de 2 mois de loyer d'avance, tu n'as pas le droit d'avoir un dépôt de garantie. Ah oui, mais du coup c'est... Oui, voilà, oui, du coup je suis bloqué. Donc du coup tu demandes 6 mois ou 8 mois, donc la personne va te payer 8 mois de loyer d'avance. Donc ça, elle peut. Tu peux pas demander un dépôt de garantie parce que il t'a versé plus de 2 mois de loyer d'avance. Voilà, donc ça c'est la règle. Comment je décale ? Donc elle me paye 8 mois d'avance de loyer. Elle est restée 2 mois. J'ai le droit de lui redemander des loyers ? Elle est restée 2 mois. Elle va continuer à rester, mais donc elle m'a payé 8 mois d'avance. Après, donc une fois qu'elle est restée 8 mois, s'il reste 10 mois, elle te paiera le 9e mois, elle te paiera le 9e mois de loyer, le 10e mois, après elle te paiera Okay. tu vois, quand elle en sera au 9e ou au 10e mois. Donc ça, tu peux le faire avec ton locataire qui vient de l'étranger. Mais en vrai, tu risques quoi ? En fait, tu as un dépôt de garantie qui est supérieur à ça, tu risques quoi ? Je risque pas grand-chose. Au pire, elle va demander... Après, si tu as un locataire qui est un peu pointilleux, il va te demander de le restituer, ou il va juste te dire c'est illégal, donc ça peut être une clause pour résilier le bail. Enfin, tu vois, on parlait la dernière fois des loyers que tu peux fixer ou non. Est-ce que les loyers sont plafonnés ou pas ? Enfin, dans les faits, si tu fais ce que tu veux, on a bien vu tu as des risques que le locataire te demande à devoir lui reverser le trop perçu, ou t'impose à diminuer ton loyer. Donc, comme tu as une réglementation, tu as toujours des risques à côté. Là, si tu demandes un dépôt de garantie de 5 mois, c'est juste que tu n'as pas le droit de le faire. Et si le locataire il est pointilleux, il peut très bien dire remboursez-moi ce dépôt de garantie, ou il peut très bien s'en aller s'il n'est pas content. En tout cas, voilà, c'est soit 1 mois, soit 2 mois, soit 0 si tu demandes une avance supérieure à 2 mois.
Donc ça, c'est pour le dépôt. C'est ce que te verse le locataire à l'entrée. Et pour la restitution, donc là, la restitution, donc pareil, il y a des délais aussi à respecter quand tu veux restituer le dépôt de garantie. Donc normalement, le délai, c'est soit 1 mois, soit 2 mois. Alors, soit 0 jours. 0 jours, c'est quand tu fais l'état des lieux de sortie, que tout est bon avec le locataire. À ce moment-là, moi, j'attends pas, 3 semaines pour lui refaire le chèque. Je lui refais le chèque tout de suite et puis tout est bon. Tu fais des chèques? Ouais, je fais des chèques, ouais. À l'ancienne. C'est bien. Au moins d'un point de vue comptable, t'as ta trace, c'est bien fait. Ouais, bon, ou alors je lui fais un virement quand je suis chez moi, mais tu vois, j'attends pas 3 semaines pour lui rembourser. Bon, je fais le décompte, le solde de tout compte, et ensuite. Est-ce que tu fais des chèques automatiques avec Monsieur Hugo ou pas? Ah, tu m'as piégé. Ah là là. Je t'avouerai qu'on n'a pas mis en place un système de chèques. Mais voilà, donc c'est soit tu lui restitues de suite, soit tu peux lui restituer dans un délai de 1 mois à compter de la remise des clés si tout est bon. Après, s'il y a des choses qui vont pas, donc là dans l'appartement que tu as demandé des devis, tu as 2 mois. 2 mois parce que le temps que tu trouves l'artisan, que l'artisan vienne chez toi, te fasse les devis, etc. Donc on a un peu plus de temps. Donc ça, le locataire, il doit être au courant. En tout cas, ça, c'est ce que dit la réglementation. Et après, il y a quand même une exception si, par exemple, tu peux pas faire le solde de tout compte. Alors, dans le solde de tout compte, tu n'as pas que le dépôt de garantie à restituer. Tu as aussi la fameuse régule de charge. Et éventuellement la taxe des ordures ménagères à récupérer. Dans certains cas, tu n'as pas forcément les papiers du syndic. L'AG n'est pas passé. Et si tu n'as pas l'Assemblée générale de l'année, et donc tu n'as pas la part locataire, puisque c'est basé sur des consommations réelles, et ça c'est fourni par le syndic, tu ne peux pas le faire de suite. Et donc à ce moment-là, la loi t'autorise à retenir jusqu'à 20% du dépôt de garantie, jusqu'à temps que tu reçois le compte-rendu du syndic avec le relevé de compte annuel, où là, tu as la part locataire qui figure dessus. Voilà, donc ça, tu as quand même une petite marge de manœuvre qui te permet de faire la régule du solde de tout compte, quoi. Et du coup, là, tu as une astuce sur les charges, tu me disais? Ouais, pour la régulation de charges, donc tu sais qu'il y a deux façons de récupérer les charges. Ouais. La première, c'est au forfait. Ouais. Donc ça, faut pas que tu te trompes. Parce que tu pourras pas... si le locataire il consomme trop ou pas assez, la limite, peu importe le forfait, il change pas. Donc ça, c'est simple, parce que tu n'as pas de régule à faire sur un forfait. Mais tu as le droit de rechanger... Non, mais tu peux rechanger ton forfait au départ du locataire. Enfin, quand tu as un nouveau locataire, tu peux modifier le forfait, effectivement. Mais pendant un bail, tu peux pas modifier le forfait. Après, tu peux l'augmenter, le forfait, suivant l'indice de révision des loyers. Et si tu l'as précisé dans le bail, donc nous, dans les baux qu'on fait, c'est automatiquement intégré. Et la deuxième façon, c'est si tu as des provisions pour charges. Donc là, c'est basé sur du prévisionnel. Donc tu dis, voilà, les charges, ça va coûter 50 €. Et puis tu t'aperçois que le locataire, finalement, il a consommé pour 60. Donc là, tu vas lui faire la régulation parce que le locataire te doit finalement de l'argent. Donc ça, c'est cette petite manipulation qu'il y a à faire où ça peut être un peu contraignant parce qu'il faut avoir les papiers du syndic, parce que le locataire, il part plus tôt, etc. Donc tu peux écrire une clause dans le bail où tu renonces en fait à cette régularisation. Donc ça, tu le mets dans le bail. Voilà, on est sur un modèle de provision, mais je n'ai pas envie de m'embêter. Et par exemple, à la sortie, on renoncera à cette clause-là. Super. On a fait un bon tour là. On a fait un bon tour sur l'état des lieux. Comme d'habitude, je te remercie. Toujours très, très enrichissant, tu vois. Bah écoute, au plaisir. C'était bien d'en parler puisque c'est quand même une grosse problématique en fait de litige en France. Donc c'est bien d'avoir quelques billes aussi pour pouvoir être bien armé et préparer son état des lieux. Voilà, il faut vraiment le préparer, avoir les bons outils et derrière être équipé via des juristes ou autres si tu as des soucis, quoi. Surtout que là, on n'en a pas parlé, mais l'état des lieux de sortie, du coup, on revient quand même avec son document qu'on a fait initialement, signé par la personne, et après, on redescend l'ensemble du logement. Il y a des cas où c'est un peu particulier.
Tu vois, il y a toujours des trucs un peu bizarres. Tu sais, en fait, quand tu retournes dans tes apparts, tu te rends compte qu'il y a un grille-pain qui a disparu, ça a été remplacé par une cafetière. Non, mais tu vois, Des surprises, ouais. Non, mais faut vraiment le. Parce que le gars, en fait, il n'utilisait pas le grille-pain. Le grille-pain, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'est plus là. Ta cafetière, finalement, c'est. Tu avais mis un type de cafetière et puis c'est devenu une espèce de cafetière turque qui se chauffe sur je sais pas quoi. En fait, tu as quand même. Enfin, prenez bien des photos et tout, parce qu'au bout d'un moment, vous en rappelez plus. En fait, au début, quand on commence, donc on s'en rappelle. Effectivement, là, demain, là, vous allez acheter tous vos meubles chez Ikea, vous avez tout listé, vous avez votre grille de travaux, vous savez exactement ce qu'il y a. Par contre, avec le temps, vous n'allez plus vous en rappeler. Gardez bien tous les matériaux donc vraiment liste de tous les matériaux que vous avez utilisés, parce que ça, vous en avez besoin. Les factures aussi Les factures, toutes les factures, vous scannez tout, vous prenez en photo, parce que... demain, t'as vu, il y a eu un changement sur les DPE encore. Tu sais, on en parlait l'autre jour, ils ont rechangé là il y a quelques jours, donc maintenant on est tous devenus, on peut tous relouer nos apparts là. Tu vois, regarde, quand même, on est bien alignés. Enfin, en même temps, c'était assez facile de prévoir le coup. Ce que je veux dire, c'est gardez tout ça, gardez bien les photos, surtout les apparts. Au bout d'un moment, vous n'allez plus savoir à quoi ils ressemblent. Donc vraiment, filmez-les, faites tout ça. Qu'est-ce que j'ai eu de moi un peu particulier? Ouais, moi, il y a quand même dans les états des lieux des trucs un peu compliqués, tu sais, le bac du frigo, tu vois. Le truc en plastique qui est dans ton frigo, dans ton congélateur. Qui est cassé. Et du coup, là, maintenant, ils mettent du scotch. Non, alors ils ont scotché, mais ils les ont mis au-dessus d'un meuble, tu vois. Et dans le congélateur, ils mettent directement les aliments dedans, tu vois. Il n'y a plus de bac, il n'y a plus... Tu vois, et rien que là de retrouver le bac, de le changer et tout, compliqué quoi. Mais bon, bref, c'est de la gestion. Si c'est bien organisé, ça se passe bien. Effectivement, si vous avez un interlocuteur, c'est quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, on a le sujet là en ce moment. Tu sais, c'est comme d'hab. Il y a une femme qu'on accompagne. Elle est en train d'acheter un immeuble là. Et donc l'immeuble, il fait, je crois qu'il est à 11% de rendement brut. Et potentiellement, on peut passer à 15, à 14-15, en rajoutant dans la cour de l'immeuble. En fait, il y a une cour assez grande, on peut rajouter genre une tiny house et faire ça. Et l'agent immobilier, il est là, ouais, pas de problème, c'est sûr, avec la mairie, ça passe et tout, machin. Mais que nenni surtout quand vous avez des personnes qui n'ont pas... faut vraiment comprendre l'intérêt de toutes les personnes, quoi. Un locataire, il a intérêt à ce que ce soit vous qui payez les trucs. Un agent immobilier, il a intérêt à vendre le bien le plus rapidement possible. Donc, vérifiez vraiment toutes ces parties-là, quoi. Ouais, non, c'est super important. 4 ans après, 5 ans après, on se rappelle plus ce qu'on a dans le logement. Donc, faites un bon état des lieux d'entrée avec un inventaire précis, quitte à filmer. Toi, tu peux filmer aussi ton appartement avec tous les accessoires de cuisine. Parce que c'est tout ce qui n'aura pas été noté à l'entrée, la sortie ça va être compliqué. Et puis faites bien signer l'état des lieux de sortie. Voilà, on n'en a pas parlé, mais il faut qu'il soit signé par le locataire, sinon ça n'a pas de valeur. Et s'il ne veut pas signer, il faut faire appel à un huissier. Exactement. Oui, mais d'ailleurs, je devais faire qui se présente pas, qui refuse de faire l'état des lieux. Après, ça peut arriver. Là, ça sert à rien de le faire tout seul, ça n'a aucune valeur. Il faut passer par un huissier qui va lui constater que effectivement l'état du logement est dans tel et tel état. Il fera le comparatif de la sortie avec l'entrée et puis il va s'occuper d'aller voir le locataire pour lui dire voilà, j'ai constaté le logement dans quel état il était. Donc ça c'est important de bien blinder l'état des lieux de sortie, quoi. Ouais, je devais faire un épisode là, je vais voir. C'est heureusement que c'est une colocation dans le sud de Paris. Qui tourne bien, sauf qu'il y a une personne qui est partie. Je crois que je t'en ai déjà parlé un petit peu. La personne est partie abandonner le logement sans tenir au courant le propriétaire. Et en fait, le propriétaire, lui, bosse dans la conformité bancaire. Et du coup, il a fait venir un huissier, il a fait tout le bon système. Et donc il a reloué la chambre après, etc. Alors que la personne était partie, tu vois. Okay. Et comme par hasard, la personne, 2 mois plus tard, elle revient en disant « Ah non, je veux retourner dans ma chambre, ou 3 mois, c'est moi, vous n'avez pas le droit de me sortir comme ça, etc. » Heureusement qu'il a tout fait avec un huissier. Du coup, il a fait « Non, regardez, c'est ça, voilà, vous avez le constat de l'huissier, vous avez machin, j'ai essayé de vous contacter, vous n'avez pas répondu, machin. » Et du coup, la personne n'a rien pu dire. Ouais, non mais c'est d'où ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir...
d'être bien équipé et d'avoir des professionnels justement pour régler ce type de litige. Parce que si tu le fais par toi-même, tu es sûr que ça n'a aucune valeur. Le locataire qui revient dans 3 mois, il va dire non, ok, c'est chez moi, et je reviens dans l'appartement. Alors que là, tu l'as fait le fait de le faire par un huissier, ça a une vraie valeur derrière et tu ne peux pas la contester, quoi. Sur ce, Bruno, je te remercie. Merci à toi. Écoute, ça fait un plaisir. Je te dis à très vite. À très vite pour un nouvel épisode. À plus. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.